Marie-Françoise Lecomte, à l'origine de cette initiative, a su regrouper autour d'elle, pour en assurer le succès, l'association des deux Joigny et celle des trois AMJ, dont Monsieur et Madame Martin sont les dynamiques animateurs, ainsi que bien d'autres bénévoles. L'historien René Collinet y présentant une conférence avant la projection d'un documentaire intitulé « De la clouterie à la forge », dont voici de larges extraits. C'est le marteau de clouteux, c'est-à-dire c'est le marteau pour faire les clous. Il n'y a que celui-là qui avait cette forme-là. Hein. Et souvent, c'était le clouteux lui-même qui l'avait forgé. Le corps est en fer doux, et puis il y a une mise d'acier là, au-dessus, pour qu'il ne s'use pas trop. Oui. Hein? Et alors, d'autre part, ce qu'il faut remarquer, c'est que le plan de trappe qui est là, hein, eh ben, il n'est pas parallèle au manche. Il revient, et si vous regardez bien, il revient vers la main du cloteux. Et c'est la façon pour faire des gestes précis et rapides. Le marteau est calculé d'une façon extraordinaire, et à ce moment-là, toc, 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 vous pouvez envoyer des coups très rapidement. Et pour clouter, c'était ça qu'il fallait faire, parce qu'il fallait aller vite. Certains avaient un petit tablier de cuir devant, ici, petit morceau de cuir, pour protéger la main du cloteux, parce qu'il y avait des étincelles qui sautaient et qui pouvaient le brûler. Voilà, marteau de cloteux. Et ça, c'est le pays. La forme, le haut, qui venait retomber ici, donc on imagine un morceau de fer droit. Hein. D'accord. Voilà. Et pour ici, c'était pour la faire comme ça. Les rabatteuses ne servaient ici dans le coin qu'à faire uniquement presque que des clous. D'accord. Voilà, c'était des clous. C'était plus rapide de les faire à la rabatteuse qu'à la main. Déjà, c'est une première mécanisation. Voilà. Évidemment. Oui. Et votre père était déjà forgeron dans cette boutique ? Oui. Votre grand-père aussi ? C'est-à-dire qu'il l'a racheté, non pas le grand-père, non. Il l'a racheté vers 1930 ici. Et ça appartenait à qui avant, à un autre c'était son ex-beau-père. D'accord, qui était aussi forgeron, cloutier, comme dans la vallée de l'Asman, comme beaucoup de monde. Ici, ça fonctionne, je m'imagine, depuis au moins 1900. Ah, d'accord. Et quel était l'avantage de travailler encore aujourd'hui avec une rabatteuse, alors que nous sommes dans le siècle de l'hyper-mécanisation, voire robotisation? Ça paraît surprenant. C'est-à-dire que sur une rabatteuse comme celle-ci, par exemple, on faisait des clavettes, des têtes de clavettes réalisées à l'œil. Et sur beaucoup de pièces, on avait plus ou moins 2 dixièmes en bout. Et là, environ à 120 du bout, en général 110, 120 du bout, on n'avait encore que 2 dixièmes de tolérance. Ce modèle-là, je suis tombé dessus par hasard, a servi pour les premiers TGV. On a du mal à imaginer qu'on puisse utiliser une rabatteuse pour le TGV. On faisait la petite pointe ici, en bout là, à la rabatteuse. C'était un outillage conique. Vous voyez, ça, bon, c'est pas facile de vous expliquer. C'était un outillage conique qu'on venait frapper pour faire le petit chanfrein là. Parce que ici, il fallait 4, mais bon, là, j'imagine qu'il faisait plus pointu pour pas être gêné pour la passer, quoi. C'est un savoir-faire extraordinaire que vous aviez en vous, on dirait. À vous en parler, comme il vous habite encore. Oui, parce qu'on travaillait à l'œil, quoi. Bon, ben, de temps en temps, on prenait le pied à coulisses pour contrôler où on en était. On avait tellement l'habitude qu'à 4 dixièmes, 5 dixièmes près, c'était toutes les mêmes. On était dans la tolérance. Oui. Oui. On avait une personne qui habitait derrière là. Des pièces sur la rabatteuse, il en avait une vingtaine dans un petit porte-monnaie. Vous imaginez? Il montra à tout le monde qu'il avait fait sur une rabatteuse. Alors, des pièces, elles étaient comme ça, hein, 5 mm de longueur, matricées.
donc avec un joint de matrissage matricé et barbé. Non, mais c'était quelque chose C'est extraordinaire. d'incroyable. Incroyable, oui, Ah oui, oui. c'est étonnant. Et là, maintenant, à partir de 2000, c'était vraiment archaïque, quoi, hein, on va appeler ça comme ça. Et pensez-vous que la métallurgie va encore durer, qu'on travaillera toujours les métaux, le fer ici? Oh oui, moi Oui, je pense que ouais. oui quand même. Vous êtes confiant Oui. ou... Ah oui, Oui. oui, je pense. Et alors là, c'est l'âme un peu de la boutique, hein, Ben c'est voilà, alors là, le bon, foyer. c'était donc, on brûlait donc de la houille de forge, hein, D'accord. c'était réglé avec un ventilateur qui est là-bas. Oui, d'accord. On voyait. Il y avait une roue à chien avant, ici? Il y a un autre bâtiment, mais là je peux pas, D'accord. plus Mais l'ouvrir. ici, non, ici Non. il n'y en a pas eu. Ici il n'y en a pas eu, jamais, non. L'utilisation des techniques anciennes se justifie encore aujourd'hui lorsqu'il s'agit de commandes en petite série. Mais que vont donc devenir ces deux lingots de métal sous la patte de Jean-Pierre Badret?
C'est sûr. C'est sûr que vous regardez les choses. Jean-Pierre, dans son petit atelier, vient de fabriquer 2 tenailles sous nos yeux. Elles sont destinées à une plus grande entreprise pour la fabrication de pièces en série pour l'industrie aéronautique. Exemple de cohabitation du traditionnel et du modernisme. Les gens, donc, depuis la fin du Moyen-Âge, ils vivaient bien sûr. Il y a eu, parce que ça manquait de bénévoles, c'est vrai qu'il faut ce noyau quand même. Diverses activités furent proposées aux enfants, dont le travail de l'argile et la fabrication de décorations de Noël. Allez, c'est à toi de tirer. Alors, je cherche un peu à droite. 7.